Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité Jean-Marie Lapointe, qui est animateur, conférencier, auteur, comédien, entre autres chapeaux. On le connaît surtout comme étant un homme de cœur. On parle aujourd'hui de sa santé mentale. Quelle est sa définition de la santé mentale? Comment elle a évolué au fil du temps? Quels sont les défis majeurs qu'il a traversés et pour lesquels il a dû trouver du sens pour retrouver un équilibre dans sa vie et comment justement il trouve le subtil équilibre entre donner aux autres, mais également prendre soin de soi. Et maintenant, Jason. Le podcast Jason Santé Mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour, bienvenue à Jason Santé Mentale. Aujourd'hui, je suis choyée de recevoir un homme de cœur. Puis je me suis dit quand j'ai commencé mon podcast, si j'avais à recevoir, tu sais, une personne, un humain là, qui a vraiment le cœur sur la main, qui, tu sais, qui représente un peu l'idée de prendre soin des autres, mais tu sais, qui a évolué beaucoup aussi, ben, c'était Jean-Marie Lapointe. Puis là, à la saison 3, finalement, je le reçois. Je suis vraiment contente. Donc, bonjour Jean-Marie, comment vas-tu? Ça va bien. Merci de l'invitation, Valérie. Ça fait plaisir, vraiment. Puis moi, quand je commence avec mes invités, j'aime toujours poser la même question parce que on dirait que c'est une question qu'on se pose pas assez souvent et étrangement, malgré tout, les réponses se ressemblent. Donc, ce serait quoi pour toi ta définition de la santé mentale? J'avais entendu dans un balado quelqu'un qui parlait de la santé en général. Il disait que c'était surtout probablement la santé corporelle. Il dit c'est quoi la santé? Et être en santé, la personne avait dit c'est le silence des organes. Et je trouvais Hum, ça intéressant dans le sens que quand ton corps fonctionne bien, ben, il n'y a rien qui dingue, il n'y a rien qui flash, il n'y hum. a rien qui cloche. Heu, Récemment, j'avais un rendez-vous médical avec, un médecin, puis on avait regardé mon bilan sanguin, puis tout ça, puis tous les marqueurs, tout était parfait, tu sais, puis OK. il y avait pas grand-chose à dire d'autre que: «Continue ce que tu fais», tu sais, continue à prendre soin de toi, continue à bien manger, à pas consommer de la drogue puis d'alcool, bref, donc le silence des organes au niveau du corps humain, ça veut aussi sous-entendre qu'il y a rien qui cloche, il y a rien qui Mhm. accroche. Tu sais, on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais un corps heureux, tu sais, il n'a pas d'histoire triste à raconter au niveau de ses organes. Bon, alors évidemment, moi, mon corps va bien. Alors, OK. c'est quoi, la santé mentale peut-être, puis d'avoir une bonne santé mentale? C'est cette espèce d'harmonie, j'ai Hum. l'impression, entre, un peu comme le célèbre Gandhi qui avait déjà dit que c'était quoi le bonheur? C'est quand mes pensées, mes paroles puis mes actions sont en harmonie. Sont Il y a aucune cohérents. dissonance. C'est ça, exactement. Donc, il y a une belle cohérence entre, ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais. Donc, je pense qu'au niveau de la santé mentale, c'est tout ça, tu sais, c'est de reconnaître aussi ce qui fonctionne bien pour moi, d'avoir aussi une vigilance parce que, Ouais. je pourrais jouer à l'autruche puis me raconter des histoires que tout va bien, alors que je suis dans un train qui rentre, tranquillement pas vite dans un mur, tu sais, puis je voudrais pas être Mhm. dans le déni. Donc moi, je pense que je me pose pas vraiment la question. Tu me challenges un peu ce matin, Valérie, mais je pense qu'une bonne santé mentale, cette espèce de cohérence entre, ce que je suis, être en paix avec ce que j'ai été, ce que j'ai fait, d'avoir la capacité de se pardonner, de pardonner aux Ouais. autres, de reconnaître que souvent nos erreurs peuvent, se transformer en cadeaux mal emballés et Hum. de voir que tu peux grandir un peu comme Nelson Mandela qui dit: «Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends». Et Ça, ça, c'est je beau, trouvais ça. ça comme phrase pour éviter de se taper sur la tête puis de se dire: «OK, ben moi, je reconnais que dans mon passé, j'ai échappé le ballon, j'ai pogné un 2 minutes, j'ai fait des fois des gaffes,
est-ce que je peux me pardonner? Puis est-ce que je peux trouver un sens à ce qui s'est passé pour éviter de recommencer? Puis de me projeter dans un futur avec confiance et non arrogance, il y a une nuance, mais Mmh. avoir de la confiance puis de me dire: «Ben regarde, j'ai presque 60 ans, je suis passé à travers tout ça et je suis là aujourd'hui en 2025, je peux me projeter avec confiance, dans un avenir, court, moyen terme». Puis je me dis: «Ben, wow, good, bon, ben, merci la vie, on continue». Ouais. Je pense que je sais pas si je réponds à ta question, mais spontanément, c'est ce que j'ai envie de te partager ce matin. Je pense que c'est une des meilleures définitions que j'ai entendues. Pour vrai, parce Ah que tu ouais? sais oui, ben, souvent, ce qui me revenait le plus souvent, c'est, ben, c'est aussi important que la santé physique, par exemple. Puis c'est vrai, mais dans ta description de dire que, tu sais, c'est quelque chose qui est tranquille, tu sais, c'est, tu sais, de faire la comparaison avec les organes sont silencieux, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que ça va chercher un petit peu plus loin le parallèle avec la santé physique. Mais il y a aussi quelque chose que je veux souligner, c'est que ton médecin, quand il a fait ton évaluation médicale, puis il a dit comme: «Tout est beau, Jean-Marie, continue ce que tu fais». Ça implique quand même des actions. C'est ça que je veux vraiment rappeler Oui. aux gens souvent, que même quand on va bien, on a une bonne santé mentale, on n'a rien qui clignote ou qui qui fait du bruit dans notre tête, faut continuer nos actions qu'on pose. Ce n'est pas, une finalité, mais bien un processus en continu qui devient de plus en plus facile ou acquis. C'est pas tout le monde qui, tu sais, comme ceux qui vont commencer à s'entraîner physiquement, par exemple, et au début, intégrer le gym dans la routine, c'est pas évident, jusqu'à ce que un moment donné, ça fasse partie de ton style de vie. Ou quand tu n'appliques pas tes stratégies, que tu ne poses pas les bonnes actions pour toi, c'est là que tu souffres plus que d'essayer de, tu Mmh. sais, changer puis prendre des bonnes habitudes. Tout à fait. Donc c'est un work in progress, comme on dit en anglais. C'est Mmh. vraiment quelque chose qui se fait en continu. Puis de ne pas s'asseoir et de prendre pour acquis nos acquis, justement. Ouais. Tu sais, il y a présentement, ça va bien, je dors bien, j'ai une bonne alimentation, j'ai un bel équilibre de vie. Ben, parfait, mais la vie est faite de façon à ce qu'il va y avoir des périodes d'abondance, des périodes de doute, des périodes, parsemées d'épreuves, de deuil, de perte, de Mmh. séparation, et ça, c'est des défis que tout le monde va connaître, mais comment on y fait face, tu sais? Est-ce que sur, le tableau de bord de mon véhicule, tout va bien? Est-ce que je suis capable de bien maîtriser, la conduite? Là, j'ai les 2 mains sur le volant, ça va bien? Ben, c'est facile d'aller bien quand tu es dans le parking, puis il y a pas vraiment de voiture qui te coupe, puis qu'il y a pas de nid de poule, puis il y a pas d'orage à l'horizon. Un Ouais. capitaine de bateau n'est jamais mesuré dans sa capacité à shiner dans son bateau accosté à la marina. Mais là, Ah, j'adore! hey, on va le voir s'il est bon, lui, dans la tempête, le capitaine. C'est la même chose. Tu sais, moi, j'ai les 2 mains sur le volant. Puis si je suis tu sais, en pleine maîtrise de mes moyens sur l'autoroute, ça va bien. J'ai le cruise control, tout va bien, mais c'est quand il arrive du trafic, quand il y a un accident devant toi, quand il y a une crevaison, quand il y a un check engine qui flash sur ta voiture, tu te dis: «OK, qu'est-ce que je fais là, tu sais? Mmh. Donc, c'est aussi ça, faire face à la vie, dans le sens que présentement, ça va bien. Sur mon tableau de bord, il n'y a rien qui allume. Mais quand ça va allumer et si ça allume, comment je vais réagir aussi? Tu sais, comment je vais m'ajuster? Puis, de quelle façon je vais pouvoir, répondre à ce qui va m'arriver? Tu sais, ce que la vie va m'envoyer, comment moi je vais y répondre? Puis c'est là que c'est intéressant d'avoir une équipe avec soi. Alors Ouais. une équipe, c'est plein de choses. C'est des affaires à la fois, concrètes comme, des saines habitudes de vie, une partenaire ou un partenaire dans ta vie avec qui tu es à l'aise de tout dire, de tout raconter, de te dévoiler, de grandir avec lui ou avec elle, d'avoir des relations harmonieuses et saines autour de toi et non toxiques, d'avoir des gens avec qui tu peux mettre des mots MOTS sur tes mots MAUX. Quand tu peux Ouais. exprimer ce que tu ressens, quand tu vis des difficultés, est-ce que tu as des gens avec qui tu peux te déposer en toute vérité et vulnérabilité?
Tu sais, c'est ça, mon équipe, c'est ça. J'ai une agente, Marie-Philippe, qui m'aide à me voir dans le futur avec des projets, à négocier des contrats, à prendre des décisions des fois parce que on peut me proposer tel type de projet, puis on regarde, ouais, mais si on dit oui à ça, ça se peut que dans 6 mois, on se morde les doigts parce que Mmh. on le sait que généralement, l'été, tu as tel ou tel projet de tournage, ça arrive souvent. Alors, si tu t'embarques dans un théâtre d'été, on donne un exemple, Ouais. ça se peut que ça joue contre toi. Puis c'est vrai que c'est déjà arrivé par le passé que j'avais dit oui à un théâtre d'été, puis il a fallu que je dise non à un paquet de belles affaires, tu sais. Donc, puis parfois, ça peut très bien dire, regarde, moi, là, je me lance dans le vide, je veux faire un théâtre d'été, je veux aller vivre dans les cantons de l'Est pendant 3 mois, je veux m'amuser. Donc, j'achète une paix d'esprit, j'achète un beau contrat, j'achète le fait que je doive dire non à plein d'autres choses parce que ce à quoi je dis non, c'est parce que Mmh. je dis oui à autre chose. C'est ça. Si j'ai dit oui récemment à aller en Floride m'entraîner pendant 2 semaines et demie, c'est que je disais non à des contrats, à des conférences ou à d'autres choses parce que ça, pour moi, d'aller ramer, d'aller m'entraîner sur l'eau puis d'aller décrocher de l'hiver pendant 2 semaines, c'était plus important que de Mmh. travailler à ce moment-là. Tu sais? Donc, c'est des choix. Alors, quand je te dis, j'ai une belle équipe, j'ai mon agente, Marie-Philippe, j'ai des amis, Jean-Pierre, Jocelyn, des chums avec qui je peux ventiler, Bernard, André, c'est tous des gens qui font partie de ma vie et qui m'aiment pour qui je suis et non ce que je fais ou ce que Mmh. j'ai ou non dans mon compte de banque. Donc, Ouais. on n'est pas dans des comparables, tu sais, je pisse plus loin que toi, je suis plus grand que toi, je suis plus fort que toi, ou je suis chum avec toi parce que tu es populaire. Parce que Ouais. ça, je l'ai vu dans ma carrière, mais je l'ai vu dans la carrière de mon père, puis je l'ai vu dans d'autres aspects autour de moi. Tu sais, des gens qui vont se coller à toi parce que tu es populaire, tu es la saveur du Ouais. moment, ou parce que tu as gagné le Lotomax, C'est comme ben c'est une pas moi amitié des vrais amis. utilitaire rendue là, là. Je Exact. t'utilise pour me remonter, ouais. Exactement. Puis je comprends le réflexe humain de s'accrocher à quelqu'un qui monte quand toi, tu as probablement une estime personnelle à moins Mmh. 1000. Mais je te dirais que dans mon équipe, il y a des habitudes de vie, il y a des gens, il y a des valeurs, il y a un système, je pourrais dire une discipline de vie. Et le mot discipline pour moi veut dire un bel encadrement. C'est pas quelque chose qui me Ouais. sert et qui me limite. Au contraire, parce que j'ai un cadre sain, ça me permet de performer 1000 fois plus que si j'avais pas cette discipline-là, parce que je serais éparpillé, tu sais. Mmh. J'aime ça. Je pense que j'avais déjà entendu une définition de la discipline, je me souviens plus c'est dans quoi, mais c'est d'avoir le courage de faire ce que tu as besoin de faire, pas toujours ce que tu as envie de faire. Tu sais, la différence entre agir selon tes besoins et non selon tes envies. Puis j'aimais ça de la manière que tu prenais le temps de prendre tes choix. Tu sais, c'est que tu vas vraiment prendre le temps de juste te reculer, analyser tes où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi tes objectifs. Puis une fois que ça, c'est clair, ben ça devient plus facile ou du moins souffrant de refuser des éléments parce que tu sais que tu vas être plus gagnant au bout de la ligne, puis tu es aligné avec tes objectifs. Mais on dirait que les gens vont souvent aller, ben, de ce que j'observe du moins, là, on dirait qu'ils ont de la misère à refuser. Ils vont prendre, ils vont prendre, ils vont prendre. Mais après ça, c'est qu'ils se questionnent pas sur pourquoi j'ai accepté ça. Ça paraissait bien, là, d'accepter une offre, mais au final, c'est-tu vraiment Mhm. ça que je veux? C'est ça que je vise? Est-ce que c'est là-dedans que je vais grandir? Fait que de prendre le temps de se reculer puis de s'orienter avec ses choix, je trouve que ça devient plus facile justement de refuser puis de rester aligné avec ses valeurs et ses objectifs. Mais dis-moi donc, Jean-Marie aussi, je suis curieuse de savoir, est-ce que ta définition de la santé mentale a évolué au fil du temps? Tu sais, est-ce que tu t'es rendu compte à un certain moment dans ta vie avec du recul où tu dis comme, oh oui, il me manquait un peu d'informations, où j'étais un petit peu biaisée dans mes interprétations, où j'avais peut-être des préjugés, puis il a fallu que tu évolues, puis des fois, les gens évoluent à travers des situations qui leur mettent un peu leur définition en pleine face? Ben, c'est clair que ça a dû évoluer parce que je suis pas sûr de m'être posé souvent la question, c'est quoi la santé mentale? Puis c'est quoi la définition de la santé mentale? Mmh. C'est ce matin, quand tu me challenges avec cette question-là, que je me, re- je me relance moi-même la question, c'est quoi la santé mentale? Tu sais, alors, je t'ai répondu spontanément, mais c'est clair que ça a dû évoluer parce que l'homme que je suis maintenant
a évolué énormément depuis les 10 dernières années, les 20 dernières années. Et si tu me poses la question dans 10 ans, je vais t'apporter probablement d'autres subtilités de Mmh mh. réponses qui ne m'apparaissent même pas présentement. Où est-ce que je suis dans la vie présentement? Donc, c'est sûr que ça va évoluer. Puis, moi, ce que j'ai réalisé, en tout cas, dans ma vie, et c'est une façon vraiment, c'est une réponse précieuse, là, puis c'est Mmh. une leçon plutôt précieuse, c'est que jamais j'aurais pensé qu'à 20 ans, à 25 ans, 30 ans, les grandes épreuves auxquelles je faisais face puis que je vivais avaient le potentiel de devenir des leçons de résilience et des leçons de courage et de dépassement et surtout des sources, de réconfort pour d'autres personnes qui vivent exactement ce que je vivais il y a quelques années. Ouais. Autrement dit, quand ma mère est décédée, ça c'est peut-être l'exemple le plus ultime, tu sais, où j'aurais pu te parler d'une peine d'amour qui est aussi valable. Mmh. Mais je me rappelle quand ma mère est décédée, elle avait 49 ans, moi j'en avais 26. C'est probablement le plus foudroyable coup de 2 par 4 que j'ai mangé en pleine face de toute ma vie. Ouais. Et à 26 ans, je pensais jamais un jour que j'y puiserais dans toute cette souffrance-là, dans la douleur du deuil, de la perte de repères, du vide, du, Mmh. du cœur qui m'était arraché, parce que c'était physiquement, ça fait Ouais, mal, perdre un proche comme ta mère ou ton père. Moi, c'était une grande douleur dans mon cœur, là, tu sais. ouais. Et je sais que ça a permis, avec du temps, avec la guérison, un moment d'éveil et un moment de questionnement par rapport à ben, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je suis aussi bien d'avoir une vie qui a du sens parce qu'à un moment donné, ça va être à mon tour d'être sur le lit de mort comme ma mère était, là. Et c'est ça qui m'a permis de m'intéresser aux soins palliatifs, à faire de l'accompagnement auprès des Mmh. personnes en fin de vie. Et j'aurais jamais décidé, j'aurais jamais écouté probablement l'élan de mon cœur d'aller dans ce milieu-là si je n'avais pas connu cette mort-là qui était loin d'être paisible. Donc, Ouais. c'est juste pour te dire à quel point que les épreuves que nous vivons portent en elles une semence de bienveillance, de compassion, de résilience pour soi et pour les autres. Et juste ça, le fait de l'avoir appris, ça me dit, je peux passer à travers à peu près n'importe quoi, pour ne pas dire n'importe quoi. Puis ce que Viktor Frankl avait dit, qu'on peut survivre à toutes les souffrances pourvu que tu y trouves un sens. Peu Ouais. importe la souffrance, la perte d'un enfant, de voir ta fortune être complètement anéantie par un crash boursier, euh, ben moi je pense que quand tu y trouves un sens, tu grandis, puis ça t'habite autrement. Puis après ça, la belle récompense, c'est qu'en plus d'y avoir trouvé un sens, tu peux l'offrir à l'humanité, à d'autres Ouais. personnes qui vivent la même difficulté, le même passage à vide et qui ne savent pas comment s'accrocher la vie, comment trouver un sens pour s'en sortir. Alors que toi, tu te dis, ben, regarde, c'est peut-être pas identique à ce que tu vis, mais je vais te partager ce que moi, il m'est arrivé et ce que j'en ai fait, puis où est-ce que je suis rendu aujourd'hui. Et si ça peut t'inspirer, ben, j'aurais pas souffert pour rien il y a 20, 30, 40 ans. Ouais. Il y a 2 choses que j'aimerais souligner dans ce que tu dis parce que moi, je suis clinicienne, fait que tu sais, je suis témoin de la souffrance humaine dans mon quotidien, mais aussi de l'évolution. Puis souvent, ce que j'observe, c'est, ben, je tiens à souligner le courage que tu as eu parce que pour être capable de trouver le sens dans la souffrance, tu comme pas vraiment le choix d'aller dedans. Dans cette souffrance-là pour la comprendre, la décortiquer, voir, oui, ça fait mal, mais pourquoi exactement ça fait mal? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que je regagne? Fait que, tu sais, il faut que tu ailles mettre, là, excusez l'expression, les 2 pieds dans ta chenoute, là, pour vraiment être capable de trouver un sens qui s'en dégage de là. En même temps, ce que je vois souvent dans ma pratique, c'est que les gens ont peur de cette souffrance-là, ont peur de s'y perdre, ce qui est tout à fait légitime. Surtout quand tu es dedans ta crise, là, tu sais, tu es vraiment au début de ton deuil. Si je prends l'exemple du décès de ta mère, tu as les 2 pieds dans ton deuil, puis la souffrance, tu sais, on va dire la douleur est physique, la souffrance est psychologique, mais quand les 2
c'est comme ça, c'est l'huile et le feu, là, ça vient se contaminer. Ça prend énormément de courage pour faire comme, Mmh. OK, j'ai confiance en ma capacité de me rétablir après avoir passé au travers. Donc, est-ce que toi, avec du recul, tu as eu conscience un peu de ce processus-là que tu as fait? Tu sais, où est-ce que tu as trouvé ton courage? Puis, comment tu as réussi à, tu sais, passer au travers pour être capable, après ça, d'en trouver du sens? Ben, je pense que la confiance est venue après, parce que je suis Mmh. pas sûr d'avoir eu l'élan de confiance pendant que je vivais l'épreuve, puis la confiance se construit épreuve après épreuve, hein, puis au Ouais. niveau de l'estime, puis au niveau de la foi. Je parle pas nécessairement de la foi chrétienne, catholique, Mmh. spirituelle, mais d'avoir foi, d'avoir le fait de croire qu'à un moment donné, un jour, ça va se calmer, ça va se replacer, puis j'ai confiance que je vais passer à travers, tu sais? Donc, je pense que d'une épreuve à l'autre, je me suis construit une confiance en moi et avec beaucoup d'humilité, j'ai été capable de demander de l'aide. Donc, tu sais, les Mmh. Africains, ils l'ont compris en une phrase. Ils disent: «Tout seul, on avance plus vite, mais ensemble, on avance plus loin». Donc, Ouais. le fait d'avoir passé à travers des grandes et des lourdes épreuves, c'est parce qu'il y avait des gens qui m'accompagnaient, il y avait des gens qui me tenaient la main, il y a des gens qui m'ont montré une direction qui pensaient, hors de tout doute, que j'allais être capable de prendre. Mmh. Il me disait: «Passe par là». Il dit: «Ouais, mais j'ai peur». «Je sais que tu as peur. C'est normal d'avoir peur, mais je le sais que tu es capable». Donc, il y avait des gens qui avaient plus confiance en moi que moi, j'avais moi-même confiance en moi. Donc, c'est clair que c'est des gens qui ici, on dit que les anges gardiens, hein, des fois, sont vivants, Mmh. sont autour de nous, mais j'avais plein de gens autour de moi qui croyaient en moi, alors que moi, je Ouais. croyais peu ou presque pas en moi. Donc, cette confiance-là s'est construite. Tu sais, je te donne un exemple. Les gens qui vont vivre un saut de parachute, ils vont faire Mmh. sauter dans le vide à 10, 15, 20 000 pieds, tu sais, puis peu importe qu'ils le fassent en tandem ou non, chaque personne qui raconte ce high-là, ils disent: «My God, j'ai vaincu une de mes plus grandes peurs», tu sais? Ouais, C'est probablement. ça. Le fait que tu as eu comment? J'ai dit: «Ah, probablement», je fais juste me l'imaginer, puis je me dirais sûrement la même chose. Ben oui, puis c'est normal. Je veux dire, il y a rien de normal de se crisser en bas d'un avion avec une porte qui est ouverte, là. C'est pas normal, là. Surtout quand on n'est pas à terre, là. Quand on est à 15 000 pieds, c'est pas normal Ah non, c'est ça. de se garrocher en bas d'un avion. C'est normal d'avoir peur. Mais moi, je pense que cette peur-là, qui est correcte, qui est saine, c'est normal d'en avoir peur, mais par contre, tu peux être plus fort que ta peur, tu sais. Puis Mmh. ça, c'est ce qui contribue à grandir, à évoluer, à se développer une saine confiance en soi. Parce que la différence, elle est subtile entre arrogance et la confiance en soi. Mmh. Généralement, quand tu vois quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle, ça va t'inspirer. Mmh. Et la personne qui est arrogante, pas besoin de nommer de nom, on en voit plein en politique, particulièrement aux États-Unis. Mais tu sais, quelqu'un qui est arrogant, là, ça t'inspire pas confiance, ça va même t'intimider, ça va Mmh. t'écraser. Alors la confiance va inspirer, alors que l'arrogance intimide et écrase. Et c'est ça qui est beau quand tu développes une belle confiance en toi, c'est que ça fait des petits autour de toi. Ouais. Puis, tu sais, par rapport à la peur, ce que j'aime dire, pour, tu sais, continuer à faire du pouce à ce que tu disais de, tu sais, tant que la peur ne t'empêche pas, moi, souvent, je vais dire: «Si tu as peur, c'est qu'il y a quelque chose d'important en jeu». Des fois, ça peut être ton intégrité physique. Tu sais, si on prend le sens pur de la peur, c'est qu'il y a une menace à mon intégrité physique, je suis en danger. OK, tu sais, ça, c'est l'origine de la peur. Mais dans notre ère moderne, la peur peut arriver pour autre chose que des menaces absolues, donc des menaces plus relatives. Donc, si j'ai peur de quelque chose, si j'ai donné, en 2024, j'ai animé le plus gros panel de ma carrière là, avec 4 présidents d'ordre professionnels. Le ministre des Services sociaux était présent. J'avais la de ma vie. Mais quand tu dis: «Mais pourquoi j'ai peur?» C'est parce que c'est important à mes yeux de réussir et j'ai peur de l'échec. OK, mais plutôt que de me paralyser avec la peur de l'échec, je vais plutôt m'orienter sur l'objectif qui est important en jeu, qui est de faire le mieux possible puis d'être fière de mon animation après. Bon, mais
Qu'est-ce que je peux faire pour Mhm. sécuriser cet objectif-là? OK, bon, ben, je vais me préparer d'avance, je vais m'amener des notes, je vais m'assurer de tu sais, me lever bien de bonne heure pour faire une grosse dépense d'énergie le matin pour, tu sais, évacuer ma réponse de stress le plus possible. Donc, je me construis un filet de sécurité autour de ce qui est important et qui va être un peu la source de ma peur, mais en faisant ça, la peur ne te paralyse pas, c'est que tu t'orientes sur sécuriser ton objectif. Et c'est là que la peur va devenir juste comme, c'est un petit signal pour te dire que quelque chose d'important est en jeu. Mais non, une autre analogie que tu parlais souvent de l'importance de ton équipe. Moi, je gravite dans ma vie personnelle avec des hommes de la construction autour de moi, puis on a auto-construit 2 maisons. Puis souvent, quand je vois des clients cliniques, je fais le parallèle de dire, tu sais, si tu veux te bâtir un cabanon, si tu veux te bâtir une maison, puis tu veux te l'auto-construire, tu peux le faire tout seul, mais ça va sacrément mieux avec une équipe efficace et compétente pour chaque chose que tu as besoin de faire aussi. Mais si tu veux t'entêter à la faire tout seul, tu peux! C'est juste que ça se peut que Ben oui. ça te coûte plus, puis ce qui est supposé être une belle opportunité, ça se peut que mana à tes cœurs à force de vouloir le faire seul aussi. Par rapport à la peur, ce que je pourrais compléter, parce qu'effectivement, moi, j'ai un de mes amis, Jean-Pierre Chiasson, qui est un médecin, puis comme un père de substitution pour moi, il m'avait dit, l'anxiété, c'est, tu sais quoi, Jean-Marie? C'est de voir des tigres là où il y a des chats. C'est tellement drôle comme image, parce que on exagère la situation, Ouais, mais c'est juste un petit minou, mais dans ta tête, le petit minou prend des proportions qui devient un tigre, puis là, tu as vraiment peur. Puis ton cerveau ne fait pas de différence entre ce qu'il voit et ce qu'il imagine. Donc, mmh, si toi, tu es en train de vraiment voir là, un tigre qui est en train de t'attaquer, tu t'es imaginé dans ta tête, c'est ça ta réalité. Puis ce que je trouve intéressant dans ta réponse, c'est que l'antidote à la panique puis à la peur, c'est la préparation. C'est aussi ouais, de faire ses devoirs. Tu sais, tu dis, il y avait un enjeu, là. Il y a beaucoup de gens. Puis j'ai souvent cette petite peur-là, tu sais, quand j'ai à jouer un rôle qui est très demandant, j'ai beaucoup de textes à apprendre, puis c'est quelque chose qui est loin de moi, mais il n'y a aucune immense tâche qui ne peut se subdiviser en petites. Alors, mmh, autrement dit, si l'immense tâche qui est de finir le tournage, de rendre à bon port ton personnage, puis de le faire bien évoluer, puis de bien l'incarner, ben, il faut que tu apprennes tes lignes. Puis les lignes, ça prenne une ligne après l'autre. Puis si tu n'es pas sûr de ta shot, ben, tu engages un coach. Tu as ton c'est agent, ça. tu as un coach en acting, en jeu, en préparation. Puis tu te dis, puis en plus, sur le plateau, tu as un réalisateur, tu as une réalisatrice qui va te diriger, qui va te feeder, qui va t'alimenter dans tes intentions pour peaufiner encore plus le rendu de ton personnage. Puis c'est la même chose avec des conférences, tu sais. On dirait que quand tu te dis: «Hey, il va à une conférence, devant un public, ils sont 1000 personnes, c'est impressionnant» ou tu es dans une école avec la réputation d'avoir des élèves hyper turbulents puis pas Mmh, du tout à l'écoute. Tu dis: «Hey boy», là, tu imagines un scénario catastrophe où là, tu te parles dans le vide puis il y a personne qui réagit, mais il y a rien de ça qui est arrivé, là. C'est ce que j'ai ouais, imaginé. Donc le scénario catastrophe auquel je crois dans ce moment-là, je peux l'effacer puis de le remplacer par un autre scénario. Puis si je suis préparé, ben je suis prêt à toute éventualité. Et c'est ça qui est le fun ouais, dans l'art de bien se préparer. Dans la préparation, dans la discipline, d'en faire ses devoirs. Quand tu arrives après, tu es relax. Puis c'est ça qui était le fun quand, bon, récemment, j'avais à jouer un gros rôle dans une série, puis probablement le plus gros rôle que j'ai eu à jouer parce que c'est quelque chose qui était à des années-lumière de qui je suis, tu sais. Alors, c'était un beau défi, mais on appelle ça du jeu. ouais, Alors, pour jouer, il faut avoir fait ses devoirs. mmh, Puis pour jouer, il faut être détendu. On ne mmh. peut pas jouer au hockey quand on a constamment peur de faire des erreurs. Tu peux pas être à l'aise sur une patinoire si tu te remets à chaque coup de patin en question. Donc, Ouais, pour jouer au hockey, il faut avoir du fun. Il faut être dans l'instant présent. Il faut s'amuser. Alors moi, quand je suis arrivé sur le plateau, j'avais envie de m'amuser parce que j'avais fait ce que j'avais à faire. Je n'étais pas dans le doute
au niveau de mes lignes, au niveau de mon personnage. Je Mmh. savais que je maîtrisais ce que j'avais Tu t'en vraiment venais à jouer avec ton livrer. Donc après personnage, là. ça, tu sais, relax. Mmh. J'allais jouer avec les autres aussi. Parce que quand tu es nerveux, tu es beaucoup moins à l'écoute. Parce Mmh. que les autres personnages avec qui tu vas avoir des scènes à jouer te donnent de l'information dans leur façon de réagir, dans leur silence, dans leurs répliques. Mais si tu es à l'écoute, eux autres, ils te donnent de l'information avec lesquelles tu vas réagir et puis tu vas nourrir davantage la scène. Mais si tu es nerveux, si tu as peur, si tu es mal préparé, tu pas du tout à l'écoute. On Ouais. l'a vu souvent, ça, en entrevue. Tu écoutes quelqu'un qui fait une belle entrevue et l'invité raconte plein d'affaires, ouvre plein de portes à l'animateur ou à l'animatrice, puis lui ou elle passe à côté parce qu'il est stické sur son carton ou Mmh. il est nerveux ou il est nerveuse et il a son plan de match. Et ton invité est en train de te livrer plein d'affaires, saute sur l'occasion, il vient de t'ouvrir une porte. Puis probablement que cette porte-là est encore plus intéressante que les milliers de portes que tu avais préparées ou les questions que tu avais voulu lui poser. Donc, c'est ça, l'écoute dans le jeu comme dans la vie, c'est important. Même mon père m'avait déjà dit, écoute, Jean-Marie, quand tu vas faire ton travail d'animateur, d'intervieweur, j'ai juste un conseil à te donner. Tu as deux oreilles puis tu as une bouche. Écoute deux fois plus que tu parles. J'adore, vraiment. Ouais. Ben, écoute, sur ces sages paroles, on tend déjà à notre fin pour notre entrevue d'aujourd'hui. Ça a passé extrêmement vite. J'aurais juste aimé, si tu permets, quand même Ben prendre oui. le temps de poser cette question-là parce que, tu sais, on te connaît comme étant un homme d'une grande générosité. Je pense que j'ai même lu que tu avais reçu des prix honorifiques par rapport à ton bénévolat ou, tu sais, ton implication sociale. Puis, moi, je vois souvent dans ma pratique des enjeux où les gens donnent, 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 mais un peu comme l'analogie de la batterie de char, tu sais, il faut que ta batterie à toi soit rechargée pour être capable de recharger les autres. Donc, j'étais curieuse de savoir, toi qui es connu pour ta générosité, comment est-ce que tu arrives à faire trouver le subtil équilibre entre je me recharge assez pour être capable de donner? Alors, j'ai plein de réponses pour toi. J'ai plein de belles réponses. Mais quand je regarde dans mon agenda à chaque jour, il y a plein d'espaces qui m'appartiennent. Il y a Mmh, des cases où c'est pour Jean-Marie. Que ce soit ma petite pratique de méditation, que ce soit d'aller au gym, que ce soit de faire une power sieste de 15-20 minutes. C'est des choses qui m'appartiennent, tu sais, puis je me recharge à travers ces petits moments-là dans ouais, une journée qui sont importants et qui sont assez non négociables, tu sais. J'ai appris un principe, si tu veux être capable de donner, il faut que tu sois rechargé. Puis pour me ouais, recharger, il faut que je fasse des choses qui sont bonnes pour moi. Mais il y a un proverbe chinois qui dit que pour être heureux dans la vie, il faut que tu te promènes, que tu voyages avec 2 sacs, un pour donner puis l'autre pour recevoir. Et c'est beau. d'avoir la capacité de recevoir, c'est Mmh, important. Il y avait quelqu'un qui avait dit, je me souviens plus, il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir. Parce qu'il faut être mmh, généreux envers soi pour recevoir, parce que la générosité de donner, pour certaines personnes, c'est naturel. Pour d'autres, un ouais. peu moins, mais ça s'apprend. On peut apprendre à donner comme on peut apprendre à recevoir. Mais moi, je pense que de se garder cet équilibre-là, c'est nécessaire. Puis de ne pas tomber dans le piège de, dans la société, on valorise ceux qui travaillent 20 heures sur 24, qui font des gros montants Mmh. d'argent, qui sont partout. On dirait qu'on applaudit ça. Mais oui, mais le Ouais. cimetière est plein de gens qui se disaient indispensables. Alors, tu te dis, à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui disait, je pense que c'est le chanteur André Sylvain qui disait: «On perd sa vie à la gagner». J'ai pas envie de Ah, tomber dans ce piège-là, moi, de perdre ma vie à la gagner. Je sais que je vais mourir un jour, c'est une évidence, ouais. puis je l'accepte, cette fin-là. Mais d'ici à ce que ça arrive, j'aimerais être capable de donner, j'aimerais beaucoup partager. Puis pour ça, ben, il faut que je sois capable aussi de me donner, puis de me partager aussi, puis d'avoir cette discipline-là. Justement, on fait la boucle, on a parlé de discipline au Mmh. début de l'entretien, Ouais. mais ça prend une discipline aussi pour prendre soin de soi et ça devrait jamais être négociable. Jamais, jamais. On négocie pas ça. Tu sais, c'est un peu comme,
Là, tu m'as ouvert une autre belle porte, là, mais tu sais, On moi, aime j'ai ça, hein? appris à dire non. Ouais. J'ai appris à dire non, Valérie. Et j'ai même lu quelque part que non est une phrase complète. Beaucoup de gens ont tendance Ah! à dire: «Est-ce que tu peux venir jeudi soir?» «Non, parce que là, j'ai les enfants. Ah, puis là, parce que je suis ici. Ah, puis» non, non, tu as pas à te justifier. Tu as juste Mmh. à dire non. Si tu veux, sois fin, tu diras: «Non, merci, bonne fin de journée». Tu as Mmh. pas à te justifier. Non est une phrase complète. Ouais. Ouais, ouais. Ça, je permettrais même de nuancer, par exemple, si tu permets, Ouais. parce que moi, je prêche beaucoup au niveau de la santé mentale, du bien-être, le concept de responsabilité partagée interactive. OK? Dans le sens que, on est en entretien. Tu moi, je m'assure que, comment je m'adresse à toi, comment je te parle, c'est respectueux. J'ai une responsabilité envers toi. J'ai aussi une responsabilité, moi, de respecter mes besoins. Mais pour moi, la responsabilité, elle est partagée, mais elle est aussi en interaction. Au sens où si à un moment donné, tu me dis: «Oh Valérie, ça, non, je veux pas répondre à ça», moi, je vais m'ajuster à ce besoin-là aussi. Donc, des fois, dans comment qu'on met ses limites aux autres personnes, dans la quantité d'informations qu'on va partager ou pas à cette personne-là, ou dans les justifications qu'on donne pour le non, va dépendre aussi de la qualité de la relation qu'on a avec cette personne-là et de l'importance qu'on y accorde. Donc, tu sais, si par exemple, moi j'ai cette entente-là avec ma mère où on s'en est déjà parlé de dire si on s'invite, à faire des choses puis que le matin même, ah, on n'a pas le goût, on est fatigué, on n'a pas de bonnes raisons, tu sais, au vu de la société, mais on a juste vraiment envie de prendre soin de soi puis de, tu sais, chienner à la maison comme on dit, ben, on se le dit et c'est correct. Tu sais, on a créé ces balises-là sécuritaires de se dire non, puis même que quand on se le dit, on se dit comme: «On est-tu bonne?» Tu sais, on est-tu bonne d'être capable de se dire ça? Comment c'est précieux? Mais avec d'autres personnes que je vais peut-être recevoir des invitations, je vais peut-être juste effectivement aller dans le non merci, mais la qualité de la relation ou l'importance de la relation dans ma proximité est peut-être moins importante ou significative à mes yeux qu'un membre de la famille ou mes meilleurs chums, par exemple. Mmh. Donc, tu sais, d'avoir déjà la capacité de dire non, que non est une phrase en soi, oui, je suis totalement d'accord, mais des fois, d'aller juste chercher un petit peu de, tu sais, peut-être qu'il y en a avec qui je vais dire non, mais je vais me permettre d'expliquer un peu Ben plus oui. parce que la personne est importante à mes yeux, puis que je sais qu'elle va être capable d'entendre et de recevoir la raison sans tomber dans le jugement. Tandis que quand on sent que c'est moins sécuritaire de dire non avec d'autres, où on n'est pas sûr de comment qu'il va recevoir notre limite, mais ça peut être comme: «Non merci, c'est pas pour moi, bonne journée à vous», puis ça finit là. Non, mais ta nuance est importante. Quand je dis non est une phrase complète, c'est que j'entends tellement de gens souffrir de devoir se justifier parce qu'ils Mmh ont mh. peur d'être rejetés, parce qu'ils ont peur de Oui, blesser, parce qu'ils ont peur de faire de la peine, parce qu'ils ont peur de ne pas être aimés. Et à ce moment-là, c'est eux qui ont vraiment besoin d'apprendre à dire non. Tu ouais. sais. Alors, évidemment, quand j'ai des invitations par un de mes chums, puis je lui dis: «Ah non, je peux pas parce que j'ai un conflit d'horaire, parce que je suis supposé être avec ma blonde ce soir-là ou parce que je lui dis, puis c'est juste normal, mais Mmh. tu comprends la nuance, c'est Absolument. aussi Ouais, important que pour d'autres personnes. Il y en a qui ont besoin d'apprendre à dire non parce que ce à quoi tu dis non, c'est que tu dis oui à autre chose. Puis dans certains cas, ouais, je dis non à un événement parce que je me choisis, je c'est me ça. priorise, j'ai besoin de me reposer pour mieux justement te donner ou donner à quelqu'un d'autre. Ça répond à la question que tu me posais tantôt, tu sais, Mmh. d'être, l'expression d'être trop bon, trop con, tu sais, tu es trop généreux, tu t'oublies. Mmh. C'est vrai, il y a des gens qui s'oublient dans des relations. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'oublient Ouais. dans des jobs. C'est vrai. Mais moi, j'ai appris à dire non parce que j'ai vu des exemples autour de moi, y compris moi-même, d'avoir dit oui et de le regretter plus tard. Et Ouais. ça, je déteste ça. Je m'auto-inflige du toxique. Hey, c'est pas le fun, ça. Mmh.
Ah ouais, absolument. Puis je trouve ça intéressant quand même, puis on va tranquillement terminer là-dessus que pour ces gens-là, justement, là, qui ont de la misère à dire non parce qu'ils ont peur de se faire juger, ils ont peur de blesser quoi que ce soit, je pense que ton parallèle de dire que non est une phrase en soi, ça peut leur servir de base, de faire comme c'est une phrase, tu as le droit de la dire, tu sais, juste pour après ça développer puis apprendre à nuancer comment je mets mes limites, puis à qui je donne des informations, puis à qui je n'ai pas besoin d'en dire, ben de se rappeler ça, puis de commencer à juste accepter ce fait-là que non point est une phrase, ça peut être une bonne base pour justement tremper un Ouais. orteil dans le bassin de mettre ses limites et de prendre soin de soi. Voilà, puis la phrase, moi, telle que je l'avais entendue, je la Mm. cite, c'est: «Non» est une phrase complète. C'est Ouais, ça la citation que j'avais lue. Pas juste une phrase en soi. Non est une phrase complète. Évidemment, ça s'applique c'est dans ça. des conditions avec certaines personnes, tu sais. Pas sûr que si ma blonde, elle me dit, «Ce soir, je te fais à souper, j'espère que tu vas arriver de bonne heure, es-tu intéressé?» Non! Je vais dire non parce que je suis dans le trafic ou non parce que je C'est suis quand ça. même pogné à Montréal, je vais être dans le trafic. Je vais compléter, là, tu C'est comprends? Il y a une ça, nuance, mais exact. merci, pour ce bel échange, Valérie, puis j'espère que ça va, toucher et inspirer, certaines personnes qui en ont besoin. Ben oui, ben merci beaucoup à toi, Jean-Marie, pour ta générosité encore une fois, puis ton témoignage. Je suis sûre que ça va vraiment, je pense que ça va vraiment inspirer beaucoup de gens. Mais dis-moi, pour terminer, si on veut te suivre, te joindre, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient pour toi comme projet, puis où est-ce qu'on peut te contacter? J'ai malheureusement trop de projets à énumérer, mais je pense que la meilleure façon, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux où Oui. là, j'ai un site web, tu sais, j'ai jeanmarielapointe.ca. On est en train de le changer. Ça va être bientôt jeanmarielapointe.com. Mais tout ce qui s'appelle Jean-Marie Lapointe, Instagram, Facebook, LinkedIn, c'est la meilleure façon. Parce que généralement, quand j'ai des projets, quand j'ai des sorties médiatiques, je les partage sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la meilleure façon. Alors, soit les sites Internet ou les applications, ça va être la meilleure façon de me suivre. Parce que moi-même, j'en perds mon latin. Là, j'ai de la misère à faire l'inventaire des projets pour 2025. Là. OK, ah, c'est bon. Fait qu'on va aller suivre ça assidûment sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et nous, on se dit à un autre épisode de Jason Santé mentale. Bye bye. Ouais. Jason Santé mentale, un fier ambassadeur du mouvement Santé mentale Québec.